Alors, le cheval malade. Comment on va le repérer? Hop, premièrement. Donc, il va y avoir à peu près le découpage de la présentation en 3 parties. Donc, déjà, comment repérer le cheval malade, que faire en attendant le vétérinaire, et après, voilà, reste oblige, comment réagir si on est devant une maladie contagieuse. Je regarde en même temps parce que je vois qu'il y a des petits soucis sur le son. J'espère que ça va se régler maintenant que la caméra est coupée. Donc, alors déjà, comment repérer notre cheval malade? Ah oui, si j'arrive pas à faire tourner la conférence, on va pas y arriver. Et on est passé à la diapo. Alors, il y a eu un petit problème technique, c'est qu'on va un peu trop vite sur la présentation. Voilà, donc, le cheval. Alors, quand on a un seul cheval, c'est assez facile, on connaît bien de repérer s'il y a quelque chose d'inhabituel dans son comportement. Quand on en a plusieurs, ou quand il est au box, ou au pré, loin, c'est pas toujours évident. La première chose à faire, c'est de bien connaître son cheval, de bien connaître ses habitudes, et quand on a le moindre doute, de l'observer. L'observation, elle se passe déjà en 2 temps. On l'observe à distance, au paddock, au pré, et après on l'observe de plus près. On va voir les différentes étapes et ce qu'il faut surtout repérer. On regarde son attitude générale, son comportement, et on va aussi observer les grandes fonctions. Donc les grandes fonctions, c'est respiration, rythme cardiaque, température. La première chose à repérer, c'est déjà son attitude générale. Hein. On est face au cheval, il est dans le paddock, dans le pré, au box, mais il vaut mieux le sortir si on a un doute pour voir un petit peu plus justement son état général. Sur un cheval normal, il va réagir à l'appel, il est alerte, il écoute. Il faut se poser une question, si on voit la tête basse, si on le trouve abattu, s'il cherche à s'isoler quand il est avec plusieurs chevaux. On observe aussi, bon, un point important, c'est de savoir ce qu'il va manger tous les jours, les quantités, la prise de boisson, ce qu'il boit habituellement, et pouvoir repérer s'il y a un changement dans ces habitudes-là. La première chose, est-ce qu'il a fini sa ration? Est-ce qu'il a été régulièrement boire? Voilà, est-ce qu'il lui reste de la nourriture un peu sur la bouche? Enfin, faut vraiment bien repérer, bien connaître son cheval et pour pouvoir repérer un changement. On regarde la position des membres, éventuellement on le regarde se déplacer, on va voir s'il se déplace ou pas, il peut, s'il se déplace normalement. Et puis, bon, le principal, mais ça c'est quelque chose qu'on voit tout de suite, est-ce qu'il est debout? Et effectivement, dès qu'un cheval se couche de façon plus importante, hein, on peut avoir un cheval couché dans un champ sans qu'il y ait de problème particulier, mais s'il se couche beaucoup, s'il se roule, voilà, s'il a tendance, entre guillemets, à buter, à tomber, ça c'est des signes d'appel qu'il y a quelque chose qui est anormal. On continue à distance, donc relative, on peut observer sa respiration. On va regarder s'il a une respiration normale au repos. C'est entre 10 à 14 mouvements par minute. On considère qu'elle est augmentée à partir de 16 et au repos. Hein. Après, c'est à nuancer quand même. C'est des chiffres indicatifs que je vous donne parce que c'est quand même un peu à nuancer selon son activité et selon le cheval. Un cheval qui est très sportif va avoir souvent une respiration plus lente au repos. Ou s'il est malade, il peut aussi avoir une augmentation de son rythme respiratoire, avoir un rythme respiratoire normal au repos, mais avoir des difficultés à respirer dès qu'il va faire quelques mouvements, quelques pas. L'aspect des naseaux,
voir si les inspirations et les expirations sont régulières. Un cheval qui a du mal à respirer, il va avoir des naseaux dilatés. Et on va pouvoir observer, selon une maladie bien évidemment, des écoulements qui peuvent être clairs jusqu'à purulents, mucopurulents. On peut avoir du sang aux abords du naseau. Et puis sur les rythmes respiratoires, on peut avoir contraction des flancs en même temps et ça se voit assez bien. Un rythme respiratoire qui est irrégulier. Quelque chose qu'on peut aussi observer à distance, c'est l'état du pelage, du poil. Un cheval en bonne santé, une robe brillante, même au pré, avec la boue, on voit bien l'aspect du poil hein, qui reste quand même brillant. Et puis il va faire une ligne. Un cheval qui a une maladie, qui n'est pas en forme, qui a même simplement de la température, on va avoir une robe qui est plus terne, et puis après sur d'autres soucis, on peut avoir aussi du poil piqué, des pertes de poils, une irrégulière. Voilà, c'est des choses qu'on peut repérer assez facilement à distance. Ensuite, on va se rapprocher du cheval. La première chose à faire quand on a le cheval avec soi, c'est prendre sa température. La température, c'est un très bon indicateur de plein de choses. Et il faut apprendre au cheval à ce qu'il ait une prise de température. Il y a beaucoup de chevaux chez qui c'est difficile de prendre la température, alors que c'est un geste complètement anodin, qui est indolore pour le cheval. C'est simplement un manque d'habitude, majoritairement, qui pose problème quand on veut prendre la température à un cheval qui n'en a pas l'habitude. Donc le mieux est de les habituer tout petit, et en tout cas de le faire régulièrement pour que ce soit vraiment pour lui un geste banal, comme un coup de brosse, comme de passer un col. Voilà, il ait l'habitude d'être manipulé. Une température d'un cheval au repos, elle est autour de 38, plutôt un petit peu inférieure à 38. Après un transport, après un exercice, elle peut monter. Elle peut même monter assez fortement. On peut avoir jusqu'à 39, mais elle redescend dès que le cheval est au repos. Sur un cheval le matin au repos, une température au-dessus de 38, c'est un indicateur. Au-delà de 38,5, il faut commencer à s'inquiéter, et une augmentation de température, ça peut être signe d'une maladie infectieuse. Alors, il y a d'autres maladies qui peuvent causer une augmentation de température, mais majoritairement, il faut penser à un risque de maladie infectieuse. Et qui dit maladie infectieuse veut dire derrière un certain nombre de précautions à prendre, mais c'est effectivement un très bon indicateur. C'est quelque chose aussi, quand vous appelez le vétérinaire, quelque chose qui peut vous demander ou que vous pouvez lui donner spontanément pour lui. C'est un indicateur aussi du degré d'urgence dans sa venue chez lui. On peut regarder aussi le pli de peau. Alors le pli de peau, ça va donner une indication sur l'état d'hydratation du cheval. Alors sur l'encolure, on fait ça très facilement sur un chien, un chat, sur l'encolure, sur le dessus du dos, on prend un petit peu, on voit si ça revient rapidement ou pas à sa place. Sur un cheval, la poêle est beaucoup plus épaisse, donc le faire au niveau de l'encolure, ça ne donne pas grand chose, en tout cas c'est pas significatif pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de le faire. Il vaut mieux le faire au-dessus de la paupière. On prend un tout petit peu de peau, hein, on ne serre pas trop non plus. Et normalement, dès qu'on l'a, ça revient à sa place tout de suite. Si le pli persiste plus de 2 secondes, on a un signe de déshydratation. Et plus ça va être long à revenir, et plus la déshydratation est marquée. Les 2 secondes, c'est à titre indicatif. Hein. Normalement, s'il y a une déshydratation du cheval, il y a d'autres signes aussi que le pli de peau. Mais ça peut être un indicateur, et puis surtout, c'est assez facile à faire. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est regarder les muqueuses. Alors, les muqueuses, c'est tous les tissus qu'on va avoir autour de l'œil, les gencives, le nez. Et en temps normal, elles sont rosées. Ça, c'est facile de l'observer quand le cheval est en bonne santé. On voit bien, on a une petite couleur rosée. Et ce qui est aussi facile à mettre en évidence, c'est le temps de recoloration cette fleur. Ce qu'on appelle comme ça, c'est le fait d'appuyer. Vous pouvez le faire sur vous, hein. Ça marche aussi très bien. On appuie
sur la muqueuse, ça fait un point blanc, et dès qu'on enlève le doigt, hop, ça se recolle. Ça donne une indication sur alors, on va dire la qualité d'oxygénation dans le sang avec les globules rouges en particulier. Chez un cheval, ça revient immédiatement. Ça doit être inférieur, en tout cas, à 2 secondes. Dès que c'est un peu plus long, dès qu'on a une coloration anormale des muqueuses, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, dans les colorations, elles peuvent être pâles, beaucoup plus blanches que d'habitude. C'est signe souvent d'une anémie, d'une hémorragie. Ça peut aussi être un signe de douleur. On va voir qu'il y a plusieurs signes qui peuvent être liés à la douleur. Elles peuvent être jaunâtres. Alors ça, on va pouvoir retrouver ça quand il y a un jeune plombier, donc quand le cheval ne nourrit pas depuis un petit moment. Et puis, pour des maladies comme la pyroplasmose, la sclérose, un signe aussi d'un problème de foie négatif. Elles peuvent être rouges, congestionnées. Donc là, on va avoir des muqueuses beaucoup plus foncées que d'habitude, qui sont plutôt signes d'une inflammation et d'une congestion. Elles peuvent aller jusqu'à être violettes. À ce moment-là, ça marque un défaut d'oxygénation important, avec un problème cardio-respiratoire qui peut être très grave. Ça, c'est vraiment un signe d'appel important. Alors, justement, sur cette fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui est relativement facile à prendre également. Alors, je regarde parce que visiblement le son est toujours compliqué. J'espère que ça va mieux maintenant. On peut assez facilement prendre la fréquence cardiaque d'un cheval au repos. Le mieux est d'utiliser un stéthoscope, mais on peut aussi utiliser le plat de la main. Et on le met au-dessus de la pointe du cou. C'est sur la petite photo que vous voyez sur la diapo. Pour les personnes qui sont un peu plus habituées, on peut aussi mesurer le pouls. Sur la petite photo, on voit une main juste à côté du licol. Mais ça reste moins facile. Disons que de prendre au niveau de la pointe du coude, ça reste quand même plus facile. Et on sent bien le rythme cardiaque. Donc le rythme doit être régulier. Donc ça fait un bruit boum-ta, boum-ta, boum-ta. Dès qu'on a un bruit, un mouvement qui est différent, c'est ce qu'on appelle un rythme irrégulier. La fréquence cardiaque, elle varie de 25 à 40 battements par minute. Elle peut augmenter très vite et très fort dès qu'il y a un exercice. En l'occurrence, quand on est entre 40 et 60, ça peut être le signe d'un stress, d'une fièvre, là encore d'une douleur. Si on augmente encore, ça peut être lié à une douleur plus importante ou à un problème de toxémie. Au-delà de 80, on estime que ça peut être lié à une douleur vraiment très 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 forte chez le cheval ou surtout à un état de choc. Donc là aussi, c'est un signal d'appel très 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 important. Les urines, elles doivent être jaunes, claires, légèrement troubles, un peu épaisses. C'est pas un liquide, c'est pas de l'eau, quoi. Elles peuvent, dans le cas de certaines maladies, devenir foncées, voire très foncées. On a par exemple avec la myopathie atypique des urines qui deviennent couleur café. Elles peuvent aller jusqu'à noir. Il n'y a pas d'odeur particulière en temps normal. Et qu'on a une odeur forte, désagréable, peut être signe d'une infection, c'est pas normal. Au niveau de la digestion et des crottins, si on colle son oreille sur l'abdomen du cheval, on va avoir des bruits présents, tout à fait normalement, et présents partout. En cas de problème, on va avoir une diminution très nette, voire une absence de ces bruits, ou au contraire une augmentation. Là encore, j'insiste, mais l'important c'est de bien connaître son cheval et de pouvoir être capable de connaître son état quand il est en bonne santé, de bien repérer tous ces éléments quand il est en bonne santé pour pouvoir facilement identifier un problème. Au niveau de l'aspect des crottins, voilà, on voit
Pour le teint, on sait tous à quoi ça ressemble, hein, c'est mouillé, légèrement humide, il n'y a pas d'odeur désagréable. Dès qu'on a des crottins qui sont liquides, voire une diarrhée, hein, ça, le cheval qui est souillé sous la queue, une odeur nauséabonde, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Hop. Alors, l'important aussi, c'est par rapport à tous les éléments qu'on vient de passer en revue, c'est de pouvoir se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en cas de moindre doute, faut appeler le vétérinaire. Ça pourra n'être qu'un appel, tu n'auras pas forcément venu du vétérinaire. Mais l'important, c'est de prendre conseil auprès de quelqu'un qui va être capable de vous dire non, ça c'est pas grave, ça, faudrait que je passe, ou essayer de voir ça, ça et ça, puis rappelez-moi. Voilà, donc appeler son vétérinaire, c'est quelque chose vraiment, c'est un conseil, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais pour l'appeler, il faut que vous puissiez lui donner les renseignements. Voilà, il faut que vous puissiez répondre à ces questions et lui donner des indications par rapport à l'état général de votre cheval. Donc l'important, c'est par rapport à tous les éléments qu'on a passés en revue, je conseillerais de les noter, ou en tout cas bien les enregistrer, pour pouvoir lui dire, bon, il a mangé, il n'a pas mangé, il a bu, il n'a pas bu, il se déplace normalement ou pas, il a de la température ou pas. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour votre vétérinaire, qui vont lui permettre d'estimer le degré d'urgence par rapport à son intervention. Est-ce qu'il faut qu'il vienne tout de suite? Est-ce que c'est une vraie urgence? Est-ce qu'il peut différer un peu? Est-ce qu'il peut vous conseiller de faire certaines choses ou d'observer certaines choses et de le rappeler pour lui donner des indications complémentaires? En fait, il faut être quelque part, vous êtes là pour l'aider, et puis surtout, c'est vous qui connaissez le mieux votre cheval, donc c'est vous qui avez les éléments d'information à lui transmettre. Il va pas venir forcément tout de suite, et c'est là que vous pouvez aussi intervenir en mettant en place un certain nombre de choses en l'attendant. La première chose à faire quand on a un doute sur l'état de santé de son cheval, c'est de l'isoler. On n'est pas à l'abri que ce soit une maladie contagieuse, et puis lui, il a besoin, s'il est patraque, c'est quand même préférable pour lui de le laisser au calme, tranquille. Donc on le laisse, si possible là où il est, et on essaye de créer une zone d'isolement. Cette zone d'isolement, on va la matérialiser de façon simple, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'un vrai box d'isolement, il n'y a pas besoin d'avoir un paddock d'isolement, il y a juste besoin de matérialiser cette zone. Ça se fait de façon assez simple, on le voit sur la photo, on a des plots, des rubans, une ficelle, on met un petit panneau, pas de petit panneau, un petit panonceau jaune, attention. Voilà, c'est très facile à faire. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, et ben si c'est dans un box, on laisse les deux box des côtés vides. Voilà, il y a des choses très simples qui coûtent rien du tout à faire, mais qui permettent de marquer la zone d'isolement et de laisser le cheval au calme. Deuxième chose, on ne sépare pas les chevaux avec lesquels il a été en contact. S'il est au pré ou au paddock avec d'autres chevaux, tout le monde reste ensemble. En tout cas dans un premier temps. Et on surveille tout le monde. La meilleure chose à faire, c'est une observation régulière et, si possible, une prise de température 2 fois par jour. Une fois, c'est déjà bien. Mais si on peut le faire 2 fois, c'est encore mieux. Autre chose à faire, c'est on limite les contacts. Alors, quand on parle de contacts, c'est les contacts aussi bien humains qu'avec les autres chevaux. Donc, on évite de passer avec les chevaux devant le box. Si c'est au pré, ben, on évite les mouvements, d'amener un autre cheval. S'il y a des paddocks ou des prés autour, et là on essaye de limiter au maximum les nez en box, c'est ce que j'ai dit précédemment, on peut laisser de part et d'autre du box du cheval un box vide. Et puis on limite aussi l'accès au cheval à un nombre restreint de personnes.
quelqu'un est désigné, enfin une ou deux, ou plusieurs personnes sont désignées pour s'occuper de lui, pas plus. D'où l'importance de la matérialisation de la zone d'isolement pour éviter, je prends un exemple bête, dans un centre équestre avec des cours, les enfants, ils adorent aller papouiller les chevaux, qu'ils soient malades, pas malades, pour eux, peu importe, de bien matérialiser, voilà, ça marque quand même, disons que ça freine un certain nombre de personnes. On réserve aussi du matériel de soins au cheval malade, où on utilise un kit avec du matériel jetable ou non jetable, mais en tout cas dédié à la zone d'isolement. Et enfin, on limite les entrées et les sorties de chevaux dans la structure. En tout cas, tant que le vétérinaire n'est pas passé et tant qu'on ne peut pas éliminer le fait que ça puisse être une maladie contagieuse. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qu'on peut mettre en place en attendant le vétérinaire. On continue bien sûr d'observer le cheval malade, surtout si le vétérinaire ne vient pas tout de suite. Au moindre nouvel élément, on peut rappeler le vétérinaire. S'il y a une aggravation, il accélérera sans doute, certainement, sa venue. Ça permet aussi de donner des éléments sur l'évolution de la maladie ou sur l'état général du cheval. Quand on appelle le vétérinaire, on n'a pas toujours forcément vu le cheval manger ou boire ou uriner. Le fait de l'observer une fois qu'il est isolé, ça permet d'avoir des éléments complémentaires qu'on pourra donner au vétérinaire. Le vétérinaire est passé, il a ausculté le cheval, éventuellement fait des prélèvements, il suspecte une maladie contagieuse. On a des éléments, des prélèvements qui partent au laboratoire, c'est que la maladie contagieuse est confirmée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut gérer ce cheval malade en cas de maladie contagieuse? En fait, c'est relativement simple, puisque c'est surtout le renforcement des mesures qu'on a pu évoquer juste avant. La première chose qui reste vraie et qui va rester vraie tout le temps que le cheval ou les chevaux sont malades, c'est les isoler. C'est bien, là on n'a plus le choix, on identifie clairement la zone d'isolement et on évite de déplacer les autres chevaux qui ont été en contact avec eux ou les malades. Donc tout le monde reste dans une zone. On va revenir un petit peu plus loin pourquoi c'est important. Et puis, deuxième chose très importante tout de suite, c'est on interdit les mouvements d'entrée ou de sortie dans la structure, et ce, pour une maladie contagieuse, pendant un délai de 21 jours minimum, et c'est après l'apparition du dernier cas. Donc c'est pas forcément le premier cheval malade qui fait le début du délai de 21 jours, c'est le dernier qui va tomber malade. Et alors, je vous ai mis, à titre indicatif, un petit article du Code rural qui, en fait, réglemente la diffusion d'une maladie et les conséquences que ça peut avoir. Donc, répandre volontairement une maladie, ça peut mener à de l'emprisonnement. Et le faire involontairement, ça peut aussi conduire à de l'emprisonnement. Et dans les deux cas, c'est passible d'une amende. Ça arrive, c'est rare, mais en tout cas, c'est de plus en plus fréquent d'avoir de la surveillance ou des contrôles par les services vétérinaires. Il y a des notifications qui passent, surtout depuis la mise en place des contrôles par les agents de l'IFCE. Il y a quand même un renforcement de l'intérêt envers les chevaux des services vétérinaires. Donc, on revient sur garder les chevaux malades ensemble. En fait, on va mettre en place, en cas de maladie contagieuse, ce qu'on appelle un circuit de soins. L'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une marche en avant, c'est-à-dire d'avoir une zone saine où on n'a pas la maladie, puis d'avoir une zone avec des chevaux qui sont suspects, qui ont été en contact, même léger, avec les chevaux malades, et puis d'avoir une zone, on va dire, contaminée, la zone rouge, avec les chevaux malades. Pour un petit schéma, c'est un exemple.
où on a dans cette structure voilà, les différentes zones qui sont colorées. Hein. Donc on a le cheval malade, qui là on l'a mis dans un box, il peut aussi être dans un paddock d'isolement. Et ça va être notre zone contaminée, notre zone rouge. Autour, donc les chevaux qui sont en contact direct, on a la zone orange, et ensuite on a une écurie un peu plus loin, ou des paddocks ou des champs plus loin qui sont la zone verte. Et le circuit de soins, donc les soins, quand on entend soins, hein, c'est tout confondu, hein, distribution de la nourriture et soins de pansage, hein, c'est l'ensemble des contacts obligatoires quotidiens avec les chevaux. On va commencer par la zone verte, toujours, par les chevaux qui sont clairement pas malades. Ensuite, on va passer aux chevaux qui sont suspects et on finira toujours par les chevaux malades. Quand on a une structure où on peut dédier du personnel aux chevaux malades, c'est encore mieux. Donc, il y a une personne qui s'occupe spécifiquement des chevaux malades et qui a du matériel de soins spécifique, une tenue spécifique. Ça limite encore plus le risque de transmission de la maladie d'une catégorie de chevaux à une autre. On continue de limiter au maximum le contact. Et donc, bien sûr, aux autres chevaux, mais aussi à un nombre encore plus restreint de personnes. Et ce que je viens de dire, c'est l'idéal, c'est d'avoir une ou deux personnes dédiées aux soins des chevaux malades et qui ne s'occupent pas des autres chevaux. Ou en tout cas, pas avant de s'être complètement changé, désinfecté. On informe aussi les licenciés sur un centre équestre, par exemple, les structures alentours. Les vétérinaires ont de plus en plus le réflexe de s'informer les uns les autres quand on est sur une maladie contagieuse importante pour identifier avec des problèmes. C'est une façon de voir les choses. Après, d'avoir une structure qui est identifiée avec des problèmes, c'est une façon de voir les choses. Mais si on réfléchit, gérer un animal malade, c'est essayer d'en gérer un et pas 10 ou 100. Et puis, la gestion des maladies, c'est quand même quelque chose qui est collectif. Donc, plus il y a de personnes qui sont informées, plus il y a de personnes qui peuvent être en vigilance. Bien informer, c'est aussi faire prendre conscience à l'ensemble des personnes qui circulent sur la structure ou alentour qu'il y a un problème, mais qu'il est géré, sérieusement géré, et que voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, les chevaux, c'est comme nous. Nous, on attrape les rhumes facilement. En ce moment, il y a une épidémie de grippe, de gastro. Voilà, il y a des règles à suivre. Ben, pour les chevaux, c'est pareil. L'information a, de façon générale, par notre expérience, plutôt un effet positif que négatif. Et plus on avance dans le temps, et plus le fait d'informer largement quand on a un problème de maladie contagieuse sur une structure, et généralement plus ça se règle facilement, et plus il y a un effet positif sur l'ensemble des personnes en contact, de l'ensemble des professionnels qui peuvent être en lien avec la structure. Cinquième mesure, j'observe les autres chevaux. On a toujours notre zone orange, notre zone verte, où il y a des chevaux. On vérifie que la maladie n'a pas déjà circulé au sein de la structure. On va donc observer régulièrement ces chevaux. Et dans l'idéal, on prend la température 2 fois par jour. Là encore, si on ne le prend qu'une seule fois, c'est déjà bien. Et on essaye de se la noter, parce que si c'est pas la même personne qui le fait tout le temps, ben, ça sera difficile, surtout quand on a un certain nombre de chevaux, de se rappeler si tout le monde était à une température normale, ou s'il y avait, ou c'est douteux, c'est pas évident. Donc l'idéal, c'est de pouvoir noter ce genre de choses.
6e mesure, je rappelle le vétérinaire s'il y a un nouveau cas qui déclare. On suit les recommandations en matière de quarantaine, quarantaine ou isolement. On peut très bien avoir des chevaux qui sont en zone verte, passer en zone orange, voir une zone verte devenir complètement orange ou rouge. On est attentif donc au conseil du vétérinaire. On met bien en place les traitements. On continue de bien observer les chevaux pour détecter tout nouveau malade. Et puis, à terme, on a certaines maladies sur lesquelles on peut avoir de la vaccination. Et on peut avoir de la vaccination sur les zones vertes, par exemple. Alors, c'est pas dans le cas de figure du petit schéma, mais à plus grande échelle, on peut avoir une vaccination, on va appeler ça en couronne, qui permet de protéger les chevaux vis-à-vis d'une maladie qui circulerait de façon plus importante. Et puis, quand tout est terminé, on n'oublie pas de désinfecter les locaux, le matériel. Alors le matériel, on le fait régulièrement. Hein, si on est sur une période de 21 jours ou plus, on désinfecte le matériel qui est utilisé pour les chevaux malades très régulièrement, voire l'ensemble du matériel, hein, ça fait pas de mal. Et puis, une fois que tout est terminé, on désinfecte correctement et on fait un vide sanitaire si nécessaire avant de remettre des chevaux dans les zones où on a eu des malades. Voilà, donc on a fait le tour sur les mesures. Ce qu'il faut retenir, eh ben, la première chose, et je vais dire peut-être la chose la plus importante, c'est très bien connaître sa cavalerie. On peut avoir un cheval, on peut avoir 10 chevaux, on peut avoir 100 chevaux. L'important, c'est de bien les connaître. C'est de pouvoir les observer régulièrement, même quand ils sont au champ, pour pouvoir repérer le moindre changement par rapport au comportement habituel. C'est vraiment super important. Nous, on est confrontés très régulièrement à des personnes qui ont des chevaux en pension ou qui ont des chevaux au champ, qui vont voir juste pour les nourrir ou leur remettre de l'eau et qui en fait constatent souvent une maladie quand elle est déjà très bien établie et des cas où on aurait pu intervenir bien plus tôt, où le vétérinaire aurait pu intervenir bien plus tôt, s'il y avait une meilleure connaissance de l'état habituel du cheval. Il faut rester vigilant. On sait qu'il y a des périodes à risque. C'est comme chez l'homme. L'hiver est beaucoup plus propice aux maladies respiratoires et elle est propice à un certain nombre de virus en particulier. Dans les périodes à risque, on met aussi tout ce qui est période de concours ou de manifestation. Plus il y a de rassemblements de chevaux et plus il y a de risque de transmission de maladies et de contamination. Donc on reste attentif, on est aussi vigilant pour d'autres types de maladies comme la myopathie atypique ou l'intoxication au blanc, aux périodes où on va avoir des, euh, des plantules ou des samarres sur le sol ou des glands sur le sol et où le cheval va pouvoir en ingérer. On reste attentif, que ce soit le RESP ou l'IFCE ou d'autres types de structures, on essaye de faire passer régulièrement des informations justement sur les périodes à risque. Et puis, on essaye de mettre aussi des mesures de précaution en amont. Alors j'ai mis là vaccination et vermifugation. Un cheval en bonne santé, c'est un cheval qui est bien vacciné et qui a une vermifugation qui est adaptée. Il ne sera pas forcément vermifugé. Hein. Maintenant, on connaît bien la problématique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est suivi, qui fait que le cheval, à l'état quotidien habituel, il est en bonne santé. On ne va pas pouvoir mettre une maladie donnée sur le compte d'un parasitisme exagéré, par exemple. On sait que le cheval il est bien déparasité et il est bien vacciné. Donc on peut déjà mettre un certain nombre de choses de côté et ça le protège aussi contre un certain nombre de choses. Et puis dès qu'on a le moindre doute, pour limiter la propagation de la maladie, et ben on met en place les mesures qu'on a pu évoquer. Dès qu'on a le moindre doute, on l'isole. Dans un premier temps, on va l'isoler, simplement l'observer. Puis si voilà, on voit que vraiment il y a quelque chose, là on appelle le vétérinaire. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 points importants à retenir.
Et je dirais s'il y en a surtout un à retenir, c'est vraiment le premier parce que vraiment au quotidien, pour nous, c'est ce qui reste vraiment le plus important.